Donc moi, c'est Alberta, je suis étudiante au MERAI, je suis militante au point levé à Révolution Permanente. J'ai avec moi Philippe Alcoy, qui me fait plaisir d'être là ce soir, qui est dans le comité de rédaction spécialiste des questions internationales à Révolution Permanente. Et à ma droite, du coup, il y a Gaëtan Gracia, qui est ouvrier dans l'aéronautique, aussi militant à Révolution Permanente, et qui est aujourd'hui là aussi pour nous parler de la situation politique en Ukraine depuis un point de vue ouvrier, et qu'est-ce que c'est en fait une politique internationaliste quand on est militant syndical au quotidien et politique. Ce qu'on va faire, le format un peu qu'on a réfléchi, c'est, comme je disais, le but c'est vraiment de pouvoir échanger après, donc même y compris on a réfléchi quelques questions que je vais poser tour à tour à Philippe et Gaëtan, mais si jamais vraiment vous avez envie d'interagir ou quoi, il ne faut pas hésiter, le but c'est vraiment de pouvoir échanger, mais ensuite il y aura un temps plus d'ouverture au débat, où là ça sera d'autant plus le moment pour poser vos questions. Avant de commencer et de poser ma première question à Philippe, je voudrais commencer par dire quelques mots sur pourquoi est-ce que nous on a décidé de faire cette conférence aujourd'hui à propos de, voilà, vous avez vu le titre, c'était Guerre en Ukraine, quelle politique internationaliste est possible, parce que je pense que l'attaque de Poutine le 24 février, elle nous a tous mis dans une situation, enfin en tout cas je pense beaucoup dans la jeunesse, dans une situation où on pourrait se sentir totalement impuissant face à la situation politique qui nous tombe dessus, avec voilà, des images en fait d'une violence extrême, des bombardements en fait partout dans l'Ukraine, etc. Et que nous, on pensait que c'était intéressant de pouvoir revenir, et c'est ce qu'on va faire ici, sur les différentes origines du conflit, le comprendre mieux politiquement, mais pas pour faire en fait un cours de géopolitique et savoir tout de l'Ukraine et de la Russie, mais y compris en fait pour comprendre mieux de quelle manière est-ce qu'on peut agir et comment on ne reste pas impuissant face à cette situation. Et avant de donner la parole à Philippe, du coup, c'est important aussi de commencer par un salut et un envoi total de solidarité au peuple ukrainien qui est aujourd'hui bombardé et assiégé en fait depuis plus d'un mois maintenant par les bombes de Poutine, d'envoyer notre soutien et de réaffirmer qu'on est pour l'accueil de tous les réfugiés politiques ukrainiens sans distinction de nationalité, sans distinction de couleur. On dénonce en fait le tri raciste qui est fait aux frontières. Il y a d'ailleurs un exemple assez parlant, puisqu'il y a 120 étudiants ukrainiens qui, malgré tout le discours en fait, des médias qui dit qu'on va les accueillir grand bras ouverts, etc., dans une université de Paris, à Paris 8, ils n'ont pas pu s'inscrire à l'université, on les a laissés sur les bancs on ne les a pas laissés sur les bancs de la fac, justement, et c'est qu'un exemple en fait de l'hypocrisie. Donc on voulait envoyer toute notre solidarité à ces millions de personnes aujourd'hui qui sont sur les routes de l'exil, et y compris un message de solidarité à toute la population russe qui aujourd'hui sont en train de sortir par dizaines aussi de milliers, en tout cas il y a des dizaines de milliers d'arrêtés, donc même si c'est difficile d'avoir des informations, on sait qu'il y a toute une partie de la population qui est contre cette guerre affreuse qui est en train de mener Poutine, et c'est aussi important d'envoyer toute notre solidarité à ces gens-là. La première question que je vais poser Philippe, c'est qu'on a beaucoup entendu au début du conflit que la stratégie de Poutine, c'était la stratégie d'une guerre éclair, de prendre Kiev en quelques jours, potentiellement mettre un gouvernement fantôme, enfin il y avait plusieurs hypothèses, etc. Mais aujourd'hui, on voit que c'est pas trop ça, puisque ça fait maintenant plus d'un mois que les troupes russes sont rentrées en Ukraine. Et peut-être si tu pouvais commencer par un petit point sur la situation, quelles sont les différentes hypothèses qu'on peut faire aujourd'hui du conflit, et voir un peu, alors qu'on voit même y compris cette stratégie d'encerclement des villes, etc., si tu pourrais nous en dire un petit peu. Oui, et déjà pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Et oui, je pense que c'est difficile de dire quels étaient vraiment les objectifs. Je pense que les objectifs de la guerre en Ukraine, de la part de la Russie en tout cas, ils sont assez explicites, et ils ont été évoqués pas depuis 2 ou 3 mois, mais depuis des années. C'est la question d'assurer en quelque sorte la stratégie ou la défense de la Russie, dont l'Ukraine et la Biélorussie jouent un rôle très important en cas d'attaque venue de l'Ouest. En tout cas, je suis en train de parler d'un point de vue des stratèges, des gens qui font la politique étrangère et de défense de la Russie, non? C'est-à-dire s'assurer que l'Ukraine ne devienne pas un pays membre de l'OTAN, mais aussi essayer de repousser l'OTAN de toute la région d'Europe de l'Est. Et c'était ça c'est assez, disons, on peut le voir un peu partout.
Mais la question, c'est que concrètement, c'est difficile de savoir, et jusqu'aujourd'hui, quels étaient vraiment les objectifs de la guerre, en tout cas de l'offensive actuelle. Parce que même si ça, c'est les objectifs globaux, se pose tant de questions de savoir si est-ce que la Russie voulait prendre Kiev, faire tomber le gouvernement à Kiev et, je ne sais pas, annexer ou occuper l'Ukraine. C'est très difficile de le dire. Aujourd'hui, d'ailleurs, des responsables russes ont commencé à dire de façon, enfin, l'ont déclaré, ou en tout cas à présenter comme l'objectif désormais de la Russie, ça va être d'assurer la libération, comme ils appellent, de l'Est de l'Ukraine et assurer le droit à l'indépendance des républiques du Donbass. En réalité, de toute la région du Donbass à l'Est de l'Ukraine. Donc, ça c'est l'objectif qu'ils disent aujourd'hui, ou l'actualisation des objectifs explicités, tout il faut prendre avec des pincettes, hein, par les autorités russes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça peut vouloir dire, en tout cas, beaucoup de choses. Déjà, quelque chose qu'on savait déjà avant le lancement de cette offensive russe, c'est que la Russie, malgré tout ce qu'on dit, en réalité, la Russie a difficilement, on va dire, les moyens d'occuper toute l'Ukraine, difficilement encore plus d'annexer l'Ukraine. Donc, et on le voit, et ce n'est pas juste des problèmes militaires, c'est surtout politique. Les problèmes pour occuper un pays, il ne suffit pas de mettre des tanks, des troupes, etc. Il faut aussi un certain soutien d'une partie de la population. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même dans les régions de l'Est de l'Ukraine, où il y a une population russophone très importante, il y a une opposition à cette guerre. Donc, je reviens sur cette question, à mon avis, le truc qu'on est en train de voir, oui, c'est une actualisation, une réarticulation des objectifs militaires et politiques de la Russie autour de l'Est, on va dire, de l'Est de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que très probablement, là, on va commencer à avoir moins de pression du côté moins de pression de la part de l'armée russe du côté de Kiev, mais peut-être une brutalité redoublée dans les villes de l'Est du pays. On parle de Mariupol, de Kharkiv et d'autres villes qui sont aujourd'hui d'ailleurs encerclées, assiégées et bombardées par la Russie. Sûrement, si c'est ça vraiment la nouvelle, comment dire, la nouvelle articulation de l'offensive russe, c'est très probable qu'on voit cette intensification des combats. Et d'autre part, du côté plus de Zelensky, du gouvernement de Zelensky et de l'OTAN, on parle des négociations, mais qui sont on va, stagnées. Alors, moi, mon point de vue personnel, c'est que les négociations, en réalité, c'est quelque chose qui sont là. Ils veulent laisser une porte ouverte, mais jamais, à un moment, je me souviens, il y a 2 semaines, je crois, on avait dit on est proche d'un accord. Pour moi, c'est pas vrai. Jamais ils ont été vraiment proches d'un accord. C'était pour initier les pourparlers, mais d'un côté comme de l'autre, et ils ne peuvent pas arriver à un accord comme ça sans qu'il y ait une capitulation. Donc, pour moi, c'était une sorte de diversion. En tout cas, on n'est pas encore à ce stade-là. Au contraire, du côté de Zelensky et de l'OTAN, il y a un intérêt à ce que la Russie s'affaiblisse de plus en plus, parce qu'ils sont en train de voir que la Russie est en train de s'affaiblir militairement, politiquement et économiquement. Donc les négociations sont là, mais pour l'instant rien n'indique qu'ils vont vraiment avancer. Peut-être dans quelques jours, on verra ça, mais aujourd'hui, en tout cas, au moment où on parle, je le vois difficile. Et du côté des puissances occidentales, et cette semaine, c'est une semaine avec plein de réunions de l'OTAN, du G7, de l'Union européenne. Le président Biden, le président nord-américain, est en Pologne là, mais il est arrivé il y a 2 jours, je crois, en Europe.
Ils sont en train de faire des réunions et clairement, l'objectif, c'est de continuer à mettre la pression, à maintenir la pression sur la Russie, peut-être avec de nouvelles sanctions, c'est en discussion, mais surtout, je pense à quelque chose qu'on doit voir, c'est que dans ces réunions-là, on commence à voir qu'il y a de plus en plus un langage très hostile et très agressif vis-à-vis de la Chine. Ça, c'est quelque chose que, c'est pas un détail, de plus en plus, il y a des discours pour dire que la Chine ne doit pas soutenir la Russie, et sinon, quoi? Et sinon, vous pouvez avoir, certains commencent à parler des sanctions et tout. Donc voilà, on se trouve dans une situation comme ça, et la Russie, à mon avis, va continuer à faire pression sur les villes. Et faire pression, c'est pas juste faire pression gentiment, c'est-à-dire qu'il va commencer à avoir de plus en plus, à mon avis, des bombardements des positions civiles, alors qu'au début, ils disaient, non, soi-disant, qu'ils allaient bombarder essentiellement des positions militaires. Et là, je pense qu'ils vont commencer à plus attaquer et s'attaquer à des positions d'installation de la population civile pour faire en sorte de les pousser à l'exil. Assiéger les villes sert à pousser les populations civiles qui quittent les villes pour pouvoir les prendre plus facilement, sans trop d'images tragiques qui sont très mauvaises pour la réputation au niveau international de Poutine, évidemment, mais même à la maison. En Russie, la population russe, en tout cas jusqu'à la guerre, là, et même en Ukraine, il n'y avait pas une haine entre les Ukrainiens et les Russes. Donc c'est très difficile de voir l'armée russe attaquer des civils, c'est pas très bon non plus en Russie. Donc voilà, la tactique de siège des villes, je pense, joue beaucoup dans ce sens-là. Je vais parler là. Du coup, tu disais plus sur les objectifs, même si on ne peut pas déterminer précisément les objectifs de la Russie et que on est un peu dans les mêmes tendances sur la question des négociations et tout. Tu disais qu'il n'y a pas d'avancée ou de recul des deux côtés. Mais tu parlais un peu et puis même on peut beaucoup se demander c'est quoi la nature aussi de cette guerre. Est-ce que le but de Poutine c'est au-delà de matériellement détruire l'Ukraine comme un pays indépendant, est-ce que le but de Poutine, comme tu disais aussi, il y a un enjeu de bataille en fait, de zone d'influence avec l'OTAN? En fait, pourquoi est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur l'OTAN? Pourquoi c'est une guerre aussi? Je pense on ne parle pas beaucoup d'Ukraine avant qu'il y ait eu cette guerre-là. Et là, aujourd'hui, c'est un pays qui n'est pas au centre non plus de l'économie mondiale et qui pourtant implique toutes les grandes puissances occidentales, impérialistes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Oui, la guerre en Ukraine a cette particularité que, évidemment, on assiste à une guerre d'oppression nationale, une guerre où la Russie est en train de mener une politique d'oppression du peuple ukrainien, et plus en général, avec un objectif de soumission de l'Ukraine. Mais en même temps, ce n'est pas juste un conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est un conflit essentiellement géopolitique, où dont les conséquences et les causes relèvent de la géopolitique et des relations internationales et du conflit qui dure depuis plusieurs décennies entre la Russie, ou les conflits. On va dire que les relations très tendues et des concurrences et des partenariats en même temps, c'est plus contradictoire que ça, entre la Russie d'un côté et les puissances occidentales de l'autre. Et moi je disais, la Russie a un objectif de défense, d'un point de vue de sa défense, de regagner en quelque sorte l'influence qu'elle a perdue, au moins depuis 2014, et le mouvement de la place Maïdan, qui a mis en place, a remplacé un gouvernement dit pro-russe par des gouvernements, d'abord Poroshenko et ensuite maintenant Zelensky, qui sont plus pro-occidentaux, avec des guillemets, même s'ils sont très pro-occidentaux, mais c'est plus complexe. Donc, la Russie essaye de reprendre l'influence qu'elle a perdue sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine, pour la Russie, elle est stratégique pour sa défense. L'Ukraine et la Biélorussie, il ne faut pas l'oublier. Mais le truc, c'est que
une fois qu'on a dit ça, ok, mais on ne peut pas non plus naturaliser le fait que dans la tête des stratèges russes, c'est dit que s'il y a une attaque venue de l'Ouest, on va d'abord laisser détruire l'Ukraine et la Biélorussie pour pouvoir défendre pour mieux défendre la Russie. Donc il y a un objectif de ce type qui est clairement, qui implique la soumission et l'oppression d'autres peuples, notamment issus de l'ex-Union soviétique. Mais d'autre part, on a aussi l'OTAN. L'OTAN qu'aujourd'hui, si on voit dans la presse, on dit oui, franchement, on ne fait rien, Poutine c'est un fou. C'est un fou, c'est un paranoïaque, il pense qu'on va l'attaquer. Mais en réalité, il faut voir pas le conflit depuis il y a 2 mois ou 1 an, mais depuis 30 ans. L'OTAN, c'est une alliance militaire créée par les principales puissances impérialistes dirigées par les États-Unis, notamment à l'époque de la guerre froide, pour contenir une éventuelle attaque de l'Union soviétique en Europe, mais qui a agi un peu dans toute la planète, et qui au moment de la chute et de la dissolution de l'Union soviétique, beaucoup se sont posés, même d'un point de vue des dirigeants de l'OTAN, des pays membres de l'OTAN, qu'est-ce qu'on fait avec l'OTAN une fois que la guerre froide a été gagnée par les États-Unis? Certains disaient, et même certains qui avaient des positions très dures au sein de l'OTAN, disaient bon, maintenant c'est fini, on peut dissoudre l'OTAN. Et d'autres ont dit non, pas du tout. On va continuer à non seulement maintenir l'OTAN, mais à l'élargir. Et l'élargissement depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de pays membres de l'OTAN a doublé. Et notamment, ils ont intégré des pays qui étaient membres, ou faisaient partie soit de l'ex-Union soviétique, soit de la zone d'influence des pays dits socialistes d'Europe de l'Est. Et ça c'est important parce qu'on voit que la frontière de l'OTAN s'est beaucoup rapprochée de la Russie. Si on voit aujourd'hui la carte, on voit qu'il y a un arc qui va depuis les pays baltes jusqu'à la Turquie, qui encercle clairement la Russie. Mais attention, quand on parle de l'OTAN qui se renforce et qui s'approche de la Russie, clairement, il y a une tentative d'encercler la Russie, mais ce n'est pas que ça la politique de l'OTAN. L'OTAN, je disais, c'est une alliance militaire dominée par les États-Unis, et les États-Unis ont eu une politique dans les années 90 très clairement de maintenir l'existence de l'OTAN aussi, pour avoir à dire quelque chose, c'est-à-dire avoir un contrôle direct, une présence directe en Europe. Et si vous lisez les archives, moi, il y a quelques semaines, je lisais un article, qui n'est pas un article en réalité, c'était des résumés des documents je ne sais pas si c'est du Pentagone ou du département d'État des États-Unis, publié dans le New York Times, tu vois, dans 1994, où ils disent clairement la stratégie de l'OTAN, elle est claire, en tout cas des États-Unis à travers l'OTAN. C'est d'utiliser l'OTAN pour empêcher que dans la zone de l'ex-Union soviétique surgisse une puissance capable non de rivaliser en termes d'hégémonie nord-américaine au niveau mondial, mais au moins d'entraver les objectifs de l'impérialisme nord-américain dans le monde. Et ce n'est pas seulement la Russie, c'est aussi pour maintenir un contrôle sur l'Europe. Et éviter que, par exemple, des puissances comme l'Allemagne puissent faire des alliances avec la Russie, par exemple. Ça serait vraiment une alliance qui pourrait remettre, ou en tout cas concurrencer, l'hégémonie mondiale nord-américaine. Et donc l'existence de l'OTAN parle de ça. Quand on a vu il y a quelques mois la crise qu'il y a eu autour des sous-marins nucléaires entre la France et les États-Unis et l'Angleterre, mais surtout la France et les États-Unis, les dirigeants français disaient quoi? Parce que maintenant tout le monde est là, vive l'OTAN, tout le monde est uni autour de l'OTAN, mais n'oubliez pas qu'il y a quelques mois seulement, la situation n'est pas comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les dirigeants français? La première chose, il nous faut absolument retrouver l'autonomie stratégique de l'Europe. Et ça veut dire quoi?
clairement. Il nous faut absolument avoir une force armée qui soit en mesure de contrebalancer le poids militaire et politique que les États-Unis ont au sein de l'Europe. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et dans un contexte, en plus, où les États-Unis sont partis d'Afghanistan, de façon désastreuse, non? Mais ils sont partis d'Afghanistan avec l'intention de se concentrer dans la zone Indo-Pacifique pour contenir la Chine. La Russie a vu clairement une fenêtre d'opportunité et un danger en même temps. Un danger parce qu'en 2018, les États-Unis ont sorti un document disant clairement que la Chine et la Russie étaient les principaux obstacles à sa politique et à l'ordre global, notamment l'ordre global dominé par les États-Unis. Et d'autre part, donc dans cette politique d'encerclement de la Chine, plus agressive, etc., la Russie voyait clairement qu'elle était aussi une cible, pardon. Et d'autre part, il y avait une fenêtre d'opportunité parce que comme les relations à l'intérieur de l'OTAN, elles étaient, il y avait beaucoup de friction et tout, et la Russie s'est dit, bon, peut-être c'est le moment qu'on puisse essayer de regagner, ou en tout cas mettre la pression pour regagner, comme je disais, l'influence sur l'Ukraine. Moi, je ne pense pas que le principal objectif, en tout cas, le principal objectif de la Russie était d'attaquer l'Ukraine. Je pense que pendant 2 mois, ils ont beaucoup négocié. Mais les États-Unis, les Occidentaux, en général, même si avec des divisions, n'avaient pas d'intérêt à négocier et à céder. Donc, en quelque sorte, ensuite, il ne restait que l'option militaire. Et c'est comme ça aussi qu'on se trouve dans cette situation. Il y a une politique agressive et d'oppression de la Russie, mais de l'autre côté, on a les Occidentaux qui ont clairement participé, d'une façon indirecte peut-être, mais clairement participé à l'escalade. Et donc, je pense que c'est ça qui donne aujourd'hui à la guerre un caractère d'oppression nationale. La Russie est clairement en train de mener une guerre d'oppression nationale contre l'Ukraine, mais très particulier, spécial, de type spécial, parce que du côté de la nation opprimée, vous trouvez toutes les puissances impérialistes derrière l'Ukraine. Et ça, on l'a vu jamais dans aucune guerre. Au Vietnam, c'était pas comme ça. En Irak, en Syrie, tout ça, c'était pas comme ça. Et là, pourquoi? Parce que comme je disais au début, la guerre en Ukraine, et l'Ukraine, elle, en tant qu'État, c'est un État très géopolitique. C'est une frontière entre, en quelque sorte, 2 blocs au niveau mondial, entre la Russie d'un côté et les Occidentaux de l'autre. Peut-être c'est compliqué, pour te poser plus une question sur qu'est-ce que nous on peut, parce que je pense que c'était clair comment tu expliquais à la fois l'enjeu d'agression nationale sur l'Ukraine et aussi toutes les forces en puissance qui du coup se rangent derrière l'Ukraine. Nous on avait défendu, notamment l'UMARS, on aura l'occasion d'y revenir, c'est pour ça qu'on dit ni Poutine ni OTAN, dans le sens où évidemment on voit qu'aujourd'hui l'agresseur et celui qui est en train de bombarder l'Ukraine, c'est Poutine, mais qu'il y a aussi une responsabilité de toute la pression des puissances de l'OTAN qui a été mise en fait sur l'Europe de l'Est, mais y compris, si on dit ce mot d'ordre, c'est aussi que nous on ne croit pas que la résolution, elle va justement de se ranger avec l'Ukraine derrière l'OTAN. Et est-ce que tu pourrais peut-être plus expliciter comment est-ce qu'on peut vraiment défendre une position, parce que c'est vrai qu'entre un pays qui est étrinqué entre une Russie agressive et autocratique de Poutine, les puissances impérialistes qui l'arment, etc., et même y compris le gouvernement Zelensky qui aujourd'hui montre tout son soutien plein d'amour à un pays comme l'État colon d'Israël, mais y compris en fait profite de la guerre pour mener une politique très autoritaire dans son pays en interdisant des organisations politiques, etc. On se demande qu'est-ce qu'on peut défendre en fait de perspective un petit peu... qu'est-ce qu'on peut défendre comme perspective politique pour la population ukrainienne? Oui, la complexité, en tout cas, quand on se place d'un point de vue internationaliste, défendant les intérêts de la classe ouvrière et révolutionnaire, c'est que on a l'État opprimé
face à une agression. Et cette cause-là, qui est juste, elle se trouve complètement accaparée et manipulée par des puissances impérialistes qu'elles-mêmes oppriment, et pas oppriment en général. L'Ukraine, elle est opprimée par les puissances impérialistes occidentales. Il ne faut pas croire que l'OTAN, elle est là pour distribuer des bonbons et des fleurs aux Ukrainiens. Avant la guerre, l'Ukraine, elle avait reçu de l'argent de la part de l'FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne, mais à des conditions hyper dures, des destructions le peu qui restait, en tout cas, des quelques acquis sociaux, des privatisations, des réformes politiques et autres. Et le prix du gaz depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui a été multiplié par, je ne sais pas combien, en tout cas une augmentation de plus de 630%, je crois. C'est une folie. Donc la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est que d'un côté on a Poutine et l'armée russe qui sont en train de détruire le pays, et de l'autre côté vous avez une cause qui est juste, qui est de défense nationale contre l'agression de Poutine, mais complètement accaparée par les puissances impérialistes. Et dans ce contexte-là, justement, plus que jamais, c'est pas juste là mais qui ont défendu ça, mais plus que jamais, s'il n'y a pas une alternative indépendante des classes et des classes populaires, des ouvrières, des classes populaires, indépendantes aussi bien de la Russie que du gouvernement Zelensky et des puissances impérialistes, pour la classe ouvrière et les classes populaires en Ukraine, c'est mort. C'est tôt ou tard, soit ils se font écraser par la Russie, soit ils vont se faire écraser par les Occidentaux. Parce que s'il y a une victoire contre la Russie, mettons, une victoire contre la Russie, mais de la main de l'OTAN, ne croyez pas que c'est l'indépendance et la liberté pour l'Ukraine. Non, ça va être l'Ukraine va devenir un protectorat militaire et politique des Occidentaux, comme c'est le Kosovo. Le Kosovo aussi, il y avait une cause juste. Mais aujourd'hui, le Kosovo, c'est quoi? C'est un protectorat. Le Kosovo et la Bosnie, c'est des protectorats occidentaux. Donc, et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. On parle de l'OTAN, les mêmes qui ont détruit l'Afghanistan pendant 20 ans. Et donc, oui, dans ce contexte-là, c'est très important qu'il y ait, en tout cas, qu'il y ait une politique indépendante de la classe ouvrière. La classe ouvrière a été écrasée, hein, c'est pas, il ne faut pas se faire d'illusions. Elle a été écrasée d'abord par le stalinisme, qui a empêché que la classe ouvrière puisse s'organiser pendant l'époque de l'Union soviétique de façon indépendante des partis politiques et des syndicats et organisations culturelles et autres officielles, mais aussi après la restauration du capitalisme dans l'ex-Union soviétique et dans tous les pays d'Europe de l'Est. Et tout a été mis en place pour détruire la classe ouvrière organisée. Toute petite grève était réprimée par la police ou par la justice, par les patrons, par les milices privées des patrons. Et il y a eu une corruption terrible du mouvement ouvrier, mais aussi une destruction physique. L'alcoolisme, le chômage, les morts prématurées, etc. Résultat de la restauration capitaliste qui font qu'aujourd'hui, le mouvement ouvrier en Ukraine, mais aussi en Russie, soit aussi affaibli. Mais la question, c'est pas, nous on le dit comme ça, c'est pas juste comme ça pour la propagande, pour dire, qu'est-ce que c'est bien. Non, c'est que c'est la seule issue, c'est la seule alternative réaliste qui pourrait empêcher que la situation soit pire. Maintenant, et désormais, pour la classe ouvrière et les classes populaires, les couches populaires et opprimées de l'Ukraine. Et dès ce point de vue aussi, il y a un autre aspect que j'aimerais aborder. Quand on dit indépendant de la Russie, de l'OTAN, des Zelensky, il y a aussi, attention, c'est aussi à l'extrême droite en Ukraine. Poutine a utilisé de façon complètement, pour sa propagande, de dire que le gouvernement en Ukraine, c'était des nazis. C'est n'importe quoi. Évidemment, le gouvernement en Ukraine est néolibéral, anti-ouvrier, complètement corrompu, évidemment. C'est des corrompus, n'oubliez pas. Cherchez Zelensky et Panama Papers, vous allez trouver des scandales de corruption, c'est terrible. C'est vraiment des ordures qui sont à la tête du gouvernement ukrainien, mais ils ne sont pas des nazis. Mais par contre, il y a des milices néo-nazis, il y a des milices d'extrême droite.
depuis 2000 qui se sont développés, ils existent depuis un moment, mais qui se sont beaucoup développés depuis 2014. Et ce n'est pas juste l'extrême droite d'ici. L'extrême droite d'ici qui se présente aux élections, qui est agressive et violente et tout. Mais là-bas, on est en train de parler d'une extrême droite qui dirige des milices avec des milliers de personnes. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui font partie des milices sont des fascistes, mais ils sont dirigés par des fascistes. C'est la réalité. Et qui ont une expérience de combat depuis 8 ans. Et voilà, et surtout qui ont réussi à imposer leur thématique politique au niveau officiel de l'État. C'est pas pour rien que l'État ukrainien a voté des lois en 2015, des décommunisations, je sais pas, en tout cas, c'est interdit aujourd'hui d'avoir dans le nom d'un parti une référence au socialisme, au communisme. Au nazisme aussi, mais voilà, ils ont mis tout dans un sac et hop, c'est interdit. Et donc, voilà, c'est un véritable problème. Même si Poutine utilise ça comme de façon pour faire la propagande, pour se légitimer, il y a un véritable problème. Évidemment que la principale force aujourd'hui, c'est le gouvernement et l'armée ukrainienne en Ukraine, non? Mais il ne faut pas sous-estimer le développement de ces courants-là en temps de guerre. Ce n'est pas pour rien que des gens qui ne sont pas du tout des gauchistes sont en train de dire attention, que l'Ukraine ne devienne pas un Afghanistan au milieu de l'Europe, parce que ça pourrait devenir aussi un paradis pour l'extrême droite mondiale. Que comme les djihadistes allaient en Afghanistan pour s'entraîner, il pourrait y avoir un phénomène comme ça, mais avec des milices d'extrême droite, des dirigeants d'extrême droite et des militants européens, mais aussi du monde entier, les États-Unis et un peu partout, qui aillent faire leur preuve avec le feu, je ne sais pas comment on dit, en Ukraine. Donc c'est un véritable problème. C'est pour ça que dans ce contexte-là, quand on parle d'une alternative des classes indépendantes des différentes variantes réactionnaires, c'est très 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 important. Mais pour une question même de survie de la classe ouvrière, une survie matérielle. Merci Philippe. Je vais passer, on va revenir un peu dans une deuxième partie. On va essayer de voir c'est quoi les différentes positions. Là, tu as exposé la nôtre, qui est en effet une question qui peut paraître irréaliste, mais qui est la seule question en fait pour pas se résigner à une solution qui serait le moins pire en fait pour la population de la classe ukrainienne. Mais il y a beaucoup de débats de fait dans l'extrême gauche et dans la gauche en général sur lesquels on aimerait bien revenir ce soir. Donc du coup, je vais poser une question pour Gaëtan plutôt, parce que c'est vrai que la grande majorité des médias et la grande majorité, même y compris des partis politiques qui soient de droite ou de gauche, aujourd'hui ils ont une position qui est plutôt pro-OTAN, pro-intervention de l'OTAN, ou en tout cas avec des nuances, etc. Mais qu'en tout cas veut se ranger derrière le drapeau de l'OTAN et pour la défense de l'Ukraine. Et ce discours-là, même s'il y a un peu un discours sur la paix, c'est le discours sur la paix, paradoxalement, il s'accompagne beaucoup de velléités guerrières, d'augmentation des budgets de l'armée. On a vu l'Allemagne qui augmente son budget de l'armée de 100 milliards d'euros, ce qui est quelque chose d'historique en plus pour l'Allemagne. Macron aussi qui nous annonce en fait toujours plus de budget pour l'armée pour son prochain quinquennat, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un peu sur ces différentes positions, même y compris le paradoxe en fait entre défendre la paix et derrière aller défendre toujours une Europe plus armée, comme disait Philippe, et même y compris une alliance militaire en réalité comme l'OTAN. Voilà. Ouais. Bonjour tout le monde. Je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique ni de l'Ukraine, mais je pense comme vous tous et toutes ici, j'essaye de lire au maximum, de suivre, de comprendre. On est tous un peu, on était tous un peu sur le cul quand il y a eu l'invasion, et c'est le choc, c'est comme un retour de la guerre un peu dans nos têtes. Donc voilà, ça en préalable, et comme l'ont dit Philippe et Alberta, on essaye de comprendre la situation en gardant un point de vue de classe, c'est-à-dire les classes sociales, ceux qui possèdent tout et ceux qui possèdent rien, les riches, les pauvres, tout ça n'a pas disparu parce que la guerre, elle est arrivée. Et pourtant, quand on regarde les médias, moi, mon point de vue de classe, mon point de vue d'ouvrier, c'est un truc de ouf, comment en fait les politiciens, les éditorialistes, t'as que des bourgeois qui sont en train de discuter, comment, c'est vachement facile de souffler sur les braises, d'appeler à la guerre, aux sanctions économiques, à la guerre économique, à tout, quand c'est pas toi qui vas subir les conséquences. Tu vois des échanges, c'est hallucinant. La dernière fois, je regardais
Dominique de Villepin, interviewé par Apolline de Malherbe, et il discute, lui il veut aller plus loin dans les sanctions, il veut en fait qu'il y ait embargo sur le gaz, le pétrole, etc. Et il dit, il vaut mieux qu'on ait un peu froid maintenant pour qu'il n'y ait pas la guerre après. Mais qui va avoir froid? C'est pas eux qui vont avoir froid. Tous ces gens-là, ni ils vont avoir froid, ni ils vont mourir de la guerre, ni ils vont subir les sanctions économiques, l'inflation, le prix des pleins à 2 euros, etc. Donc déjà, un point de vue de classe, c'est essayer de comprendre la situation du point de vue qu'il y a, en fait, c'est ni Poutine, ni Macron, ni personne en fait qui va mourir dans ce conflit, c'est en fait des pauvres, des gens d'en bas, etc., soit qui subissent la guerre, soit qui en subissent toutes les conséquences économiques, etc., sur lesquelles je vais revenir bientôt. Vous avez vu, et du coup, de leur point de vue, c'est facile d'avoir un discours belliqueux, guerrier, brutal, etc. Vous avez vu, Bruno Le Maire, en fait, il a dit, et après il s'est fait taper dessus, il a dit on va effondrer l'économie. C'est-à-dire, moi, de mon point de vue d'ouvrier, mon point de vue, c'est que de n'importe quel pays, les autres ouvriers, travailleurs, etc., les classes populaires, c'est mes frères et sœurs de classe, qu'ils soient russes, ukrainiens, etc. Je ne peux pas souhaiter que l'inflation, elle fasse 50% en 2 semaines et qu'ils perdent tout qu'ils soient traînés dans la misère. Et parce que ça, et des fois il y a des arguments hyper cyniques sur les sanctions. Les arguments, c'est les sanctions, comme ça, le peuple russe va se révolter contre Poutine. Et une fois, il y a eu une grève à Gémon, je pense, dans le sud de la Russie. Il y a eu une grève, et il y a des gens sur Twitter qui disaient les sanctions commencent à fonctionner. Mais jamais de la vie, nous, en fait, on n'est pas des militants révolutionnaires qui pensent que pour fomenter la révolution, on va mettre la tête sous l'eau de nos frères de classe russes ou dans d'autres pays, comme ça peut-être ils vont se révolter. C'est jamais de la vie. Mais il y a des gens qui pensent ça. Nous, on est... Après, je vais revenir un petit peu sur les sanctions, mais pour ces raisons-là, on est vraiment contre. Vous savez que souvent, on a un slogan qui dit, en fait, leur guerre, nos morts, qui résume en fait un peu ce que je viens de dire. Les guerres, c'est eux qui les déclarent, c'est nous qui les subissons, les conséquences, soit par la mort, soit en fait par d'autres, soit au moins les conséquences économiques, etc. Et vous avez vu que leur brutalité, elle va très loin, parce que Philippe, tout à l'heure, il faisait référence à l'Afghanistan. Il y a des gens qui sont des gens même influents aux États-Unis. Par exemple, moi j'ai vu Hillary Clinton, mais je sais qu'il y en a d'autres, qui disent ou qui souhaitent, ou je ne sais plus comment elle l'a formulé, que en fait, pourquoi on ne ferait pas de l'Ukraine un Afghanistan pour la Russie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire d'un pays pauvre et soumis un bourbier pour la Russie. Peu importe que le pays soit détruit, peu importe que les gens y meurent à l'intérieur, et peu importe à qui on donne des armes, qui on finance, etc. Et la référence à l'Afghanistan, c'est ça. Vous savez que l'Afghanistan, avant que les États-Unis les y soient pendant 20 ans, les Russes, ils y étaient pendant 20 ans, ou pendant 10 ans, entre les deux. Les Russes, ils y sont allés. J'ai dit que je n'étais pas un spécialiste de la géopolitique. Mais les Russes, ils ont, à l'époque de la guerre froide, en 79, je pense que c'est, ils envoient, je pense, 100 000, 120 000 soldats en Afghanistan, et la politique des États-Unis, c'est d'armer les moudjahidines les plus radicaux et les plus dégueulasses, des Gulbuddin Hekmatyar, etc., qui après ont donné beaucoup de radicalisation, un terreau favorable à la naissance des talibans, etc., et comme conséquence indirecte de tout ça, les attentats du 11 septembre, que Hillary Clinton, en fait, elle dit... je ne sais plus comment elle a dit, mais elle a dit une conséquence malheureuse de notre politique, c'est genre avec un petit sourire, mais c'est incroyable. Donc nous, en fait, il faut voir ça pour ne pas se ranger derrière le discours dominant, ultra, un peu humanitaire, comme si ça y est, maintenant, tous ceux qui ont fomenté je ne sais pas combien de guerres, maintenant, ça y est, ils sont tous devenus des humanitaires, on va les soutenir, envoyer des armes, etc. Par exemple, pour avoir un regard critique, même sur l'envoi d'armes, il faut voir que ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas, un discours comme celui d'Hillary Clinton, que le conflit il dure et qu'on continue d'envoyer des armes pour que en fait, la résistance ukrainienne, eh bien, elle continue d'être un bourbier pour la Russie, parce que la Russie c'est une puissance rivale, etc. Mais ça c'est cynique, c'est scandaleux, etc. Donc voilà, pour dire ça en tout cas sur le point de vue de classe, après peut-être je reviendrai sur les sanctions, parce qu'on en a dit pas mal, et c'est vrai que c'est un problème, là j'ai dit sur Bruno Le Maire, etc., mais ce qui est un problème, c'est que dans la gauche politique et syndicale se range derrière ce discours-là. Bon, soit il y a les plus pourris, c'était Jadot, Hidalgo, on a vu, en fait, ils ont un discours belliqueux. Enfin, tu disais le truc de la paix, mais alors c'est vraiment très secondaire dans leur discours, parce qu'après c'est ultra belliqueux, hein, c'est à qui il va y aller le plus fort, parce qu'en plus on est dans un contexte électoral, ils veulent tous se différencier de Mélenchon, sur lequel peut-être vous reviendrez après, mais qui essayait d'avoir une position un peu ni OTAN ni Poutine. Du coup tous les autres ils voient une brèche pour essayer de dire non, on est avec les Ukrainiens, donc on est avec l'OTAN, etc. Il faut massacrer les Russes, quoi.
Enfin voilà, je ne veux pas faire trop long, mais en gros, ça. Non, mais tu as fait la transition parfaite, puisque justement, je voulais demander plus, il y a ce discours très pro-OTAN, mais de l'autre côté, c'est vrai qu'une des positions qui se démarque plus, en tout cas dans la gauche, c'est la question du non-alignement. Et c'est vrai que même, moi je ne comprends pas trop même la différence, tu pouvais expliquer, parce qu'en fait, en dernière instance, il demande quand même Mélenchon une conférence pour la paix, avec les mêmes, comme on dit, les mêmes gens, les mêmes pays, les mêmes puissances, en fait, pour discuter de la solution en Ukraine. Du coup, si tu pouvais revenir un peu sur qu'est-ce que ça veut dire exactement que cette question-là, et y compris sa position sur cette Europe de la sécurité et de la paix, qui en dernière instance appelle quand même à une réponse très forte si la France devrait être attaquée demain, etc. Mais voilà, si tu peux revenir sur ça. Oui, et la position de Mélenchon, elle est assez particulière, parce que dans un contexte, oui, où il y a des belliqueux incroyables, des guerriers incroyables dans la gauche sociale, enfin la gauche, je ne sais pas si Hidalgo, Jadot, on peut les appeler des gauches, mais on va dire que dans la presse, ils sont des gauches. Et non, mais c'est une gauche sociale libérale, un peu gauche. Bref. Parce que le discours qui dominant, c'est complètement, vas-y, on y va, il y a des sanctions, et qu'on voit des armes, et vas-y. Et donc, de ce point de vue, Mélenchon, il apparaît comme quelqu'un qui a un discours qui est différent des autres, et en proposant, lui, un statut neutre pour l'Ukraine, en faisant jouer, pas tant l'ONU, mais l'OCE, je ne sais pas quelle est l'organisation de sécurité et coopération européenne, quelque chose comme ça, désolé pour le... Mais bon, c'est une organisation multilatérale avec plusieurs pays et qui, pour Mélenchon, devrait jouer un rôle, voilà, pour ramener la paix, la neutralité de l'Ukraine, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et compagnie, pour arriver à un accord entre garantir la sécurité, soi-disant, des Ukrainiens, et de l'autre côté, en même temps, respecter les intérêts de la Russie. Et c'est une position, à mon avis, déjà, qui reste une position purement diplomatique, qui n'assure en rien qu'il n'y ait pas d'autre guerre plus tard. On voit c'est une garantie de la neutralité aujourd'hui de l'Ukraine, que demain il n'y aura pas d'autres guerres, aucune guerre civile, ou même que la guerre se prolonge. Ça, c'est pas clair. Mais surtout que, moi je pense que si vous voyez le discours que Mélenchon a tenu sur TF1, là, vous voyez, c'est débat. C'est ce grand oral complètement tronqué des candidats à la présidentielle, où il y avait une partie seulement des candidats, et vous écoutez bien le discours de Mélenchon. C'est un discours rempli de patriotisme et de nationalisme français, en quelque sorte. Lui, à un moment, on lui demande sur les sanctions, il dit « Je suis contre les sanctions, attention, pas complètement contre les sanctions qui touchent nos intérêts à nous. » Et c'est qui nous, quand il parle de nous? Il ne parle pas de l'épicier ou de je ne sais pas, Pierre ou Paul ou Marie qui vont acheter du pain ou je ne sais pas quoi. Il parle de nous, les entreprises françaises. Parce qu'il donne tout de suite... Vous pouvez le voir, c'est sur YouTube. Un exemple, c'est quoi? C'est qu'après la guerre et les sanctions que les Européens et les Occidentaux ont mis contre la Russie, il est allé en Russie, il a rencontré la Chambre de commerce française en Russie. Il a expliqué comment les patrons se plaignaient que finalement les sanctions nous touchent nous, c'est pas possible, etc. Donc son point de vue, son terrain, c'est pas un terrain de classe, c'est un terrain de conciliation des classes, et où il pense les intérêts soi-disant d'une supposée nation, en réalité, où il y a des ouvriers exploités par des patrons français, juste sous le prétexte qu'ils sont des patrons français. Alors quoi? On va pleurer du sort des patrons français de l'armement, qui vendent des armes à la Russie. On va pleurer le sort de Total, qui continue à faire des affaires avec la Russie, et avec toutes les dictatures au monde. Pourvu qu'il y ait du pétrole, Total est partout. Alors quoi, c'est ça le point de vue. Je pense que ça c'est un point important de voir de la politique de Mélenchon, qui ne peut pas être très réaliste et de chef d'État, mais c'est une politique, lui, pour gérer un État capitaliste.
oui, politique différente à celle de Macron, mais pour gérer l'État capitaliste. Et aussi, il y a une autre question. Une autre question, c'est que dans cette équation mélenchonienne, il n'y a jamais la classe ouvrière, jamais les masses. C'est juste des gens qui accompagnent, des spectateurs, des personnes passives. Donc il y a, en tout cas, du point de vue de notre politique, qui est celle en tout cas, qui met l'accent sur l'action des travailleurs, sur l'action des masses, l'intervention directe pour que les masses, les travailleurs, les classes populaires fassent de la politique et quelque chose à dire dans cette crise. Et dans le discours de Mélenchon, ou en tout cas, je parle de Mélenchon, mais en réalité, il y a plein de courants politiques au-delà de Mélenchon qui défendent cette perspective aussi. Donc moi, je pense qu'il y a oui, c'est une politique différente, si vous voulez, par rapport à ce qu'on entend majoritairement, mais qui n'est pas une politique de classe, en tout cas de la classe ouvrière, et qui reste quand même dans un niveau très diplomatique et de la réelle politique en quelque sorte aussi. Justement, par rapport à cette question d'une solidarité plus de classe, qui n'est pas celle de Mélenchon, parce que comme tu disais, il se soucie du sort des patrons français et russes, il y a une position qui est assez étonnante, c'est celle de la CGT, dans laquelle tu milites, Gaëtan, puisque justement la CGT c'est un syndicat des travailleurs et des travailleuses, donc on pourrait penser que justement ce soit une position plus internationaliste et qui prennent en compte en fait même y compris l'ambiguïté qu'ont les sanctions aujourd'hui, parce que si elles ont le prétexte d'arrêter Poutine, en fait elles affament aussi de fait la population russe et les travailleurs comme tu disais. Donc peut-être tu pourrais revenir un peu sur cette position plus précisément de la CGT Je ne suis pas responsable de cette note de la CGT. Et même pour dire d'un point de vue de syndicaliste, vous avez vu qu'aujourd'hui ou hier, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui est un syndicat un peu plus pro-patronal, il a dit, lui très clairement, il a dit il va falloir apprendre à vivre avec moins, vu que maintenant il y a la guerre, il y a l'inflation, etc. Donc oui, sa perspective de syndicaliste, c'est serrez-vous la ceinture. Donc ça, lui, il dit clairement. Ensuite, moi je suis militant de CGT, évidemment pas dans la tête de l'appareil confédéral, mais militant de terrain CGT. Et j'ai regardé un petit peu les positionnements, et il y a en fait le 9 mars, je pense, la CGT elle écrit une note détaillée à l'attention de ses militants, de ses organisations, pour donner des billes, comprendre le conflit et tout. Donc j'ai lu ça avec attention. Le problème, c'est que déjà, la note de la CGT, ça relativise totalement le rôle de l'OTAN. L'OTAN, en fait, n'existe plus, n'est responsable de rien. À un moment, ils disent oui, pendant la guerre froide, l'OTAN, c'était un outil de l'impérialisme américain, et point. Donc, et maintenant, c'est quoi? C'est plus rien. Ça n'existe pas, ça n'est pas responsable. C'est Poutine, tout seul, comme un grand, et voilà. Donc ça, c'est la première faiblesse. Mais la deuxième, effectivement, sur les sanctions, où on pourrait s'attendre qu'un syndicat défende le point de vue de travailleurs et travailleuses, non seulement il n'est pas critique des sanctions, mais il demande même d'aller plus fort. La formule, il dit il faut frapper vite et fort sur les sanctions. Et ça, se mettre à fond dans la guerre économique, parce que même si en fait l'OTAN et beaucoup de pays ne participent pas directement avec des troupes sur place en Ukraine, participent en fait, soit à l'envoi d'armes, soit en fait avec des sanctions économiques hyper fortes et hyper profondes sur lesquelles je ne reviens pas en détail. Et accepter cette guerre économique pour un syndicat dit combatif comme la CGT, c'est catastrophique, y compris quand après tu vas aller revendiquer des hausses de salaire, tu vas revendiquer en fait qu'il y a l'inflation, il y a la hausse des prix, etc. Mais en même temps, tu t'es mis les deux pieds dedans dans la guerre économique avec ce truc, avec les sanctions, etc. Donc c'est une sacrée contradiction. Et après, sinon la ligne générale, je ne reviens pas dessus, parce que Philippe il a discuté par rapport à la logique de Mélenchon, qui est une logique d'essayer de régler le conflit par la diplomatie, soit onusienne, soit là c'est pas onusienne, mais c'est l'OSCE, mais c'est la même logique. Et la CGT, sa logique de fond pour régler le conflit, c'est ça. Espérons que la diplomatie, peut-être ils vont discuter un peu plus poliment cette fois, ça va arrêter le conflit. Et vraiment, c'est assumé. Hein, il y a une manif à Toulouse où la banderole de la CGT, c'est pour une négociation sous l'égide de l'ONU. C'est la banderole, et il y a écrit ça en gros. C'est ça la principale mot d'ordre qu'ils avancent dans la manifestation. Donc voilà. Et ça, d'un point de vue de syndicaliste, et
Et d'un point de vue de militant politique révolutionnaire, ça montre, ça repose le problème de la bureaucratie syndicale de notre point de vue, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête des grands syndicats, même des syndicats combatifs comme la CGT, dès qu'il y a une situation de crise, quelle qu'elle soit, ils se rangent très facilement derrière leur propre gouvernement, derrière le discours dominant, etc. Et d'un certain point de vue, c'est désarmer la classe ouvrière, les travailleurs, etc. C'est difficile, puisque nous, on est en train de discuter depuis tout à l'heure comment on fait pour qu'il y ait une politique indépendante des différents camps. Quand on discute ça, on ne discute pas seulement en Ukraine, parce que le conflit en Ukraine, il a dépassé largement le seul terrain, les seules frontières de l'Ukraine, et il trouvera sa résolution non seulement dans une politique indépendante de Zelensky, de l'OTAN et contre l'invasion russe sur le terrain ukrainien, mais aussi en fait dans les endroits qui sont dans les pays qui sont impliqués, c'est-à-dire il trouvera aussi sa solution dans le mouvement anti-guerre et dans l'opposition à la guerre en Russie, qui est très difficile comme vous avez vu et qui est très réprimée, etc. Il trouvera sa solution aussi en Europe et dans les pays de l'OTAN qui aujourd'hui utilisent comme prétexte ça pour en fait se réarmer eux-mêmes, comme en fait l'exemple allemand c'est le plus frappant parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était pas la tradition, on va dire, et que là, en fait, il y a ce prétexte qui est utilisé pour changer totalement la doctrine militaire. Donc voilà, nous, on se bat pour ces solutions indépendantes et pour un point de vue de classe, mais nos propres organisations ouvrières, syndicales, etc., en tout cas nos directions, elles nous désarment d'une certaine façon. Ça montre en fait qu'il faut arriver à leur disputer l'influence qu'ils ont sur le mouvement ouvrier, pour le dire comme ça. Nous, c'est une des perspectives qu'on défend. Je me disais là que c'est vrai qu'on a beaucoup montré tous nos désaccords avec les différentes positions qu'il y a à gauche, même si on a expliqué c'était quoi notre position en positif, mais donc je vais laisser Gaëtan conclure, mais n'hésitez vraiment pas à poser des questions, dire si vous avez pu voir en fait les différentes positions, que ce soit de Jadot, Mélenchon, la CGT, etc. Parce que c'est pas forcément des questions qui sautent aux yeux, même si là on a répondu, c'est aussi on est là aussi pour pouvoir le discuter ensemble. Mais justement, je pense que si on tient à cœur en fait de discuter les problèmes dans les différentes positions des organisations qui se réclament de la gauche ou qui sont de gauche, c'est parce qu'on voit bien que dans une situation comme une situation de guerre, que moi personnellement j'avais jamais connu une guerre d'une telle ampleur en fait à 2000 km de chez nous, qui implique à ce point-là en fait toutes les puissances, que toute la journée à la télé on ne te parle que de ça, avec un discours en plus très belliqueux comme tu disais, ça se voit très vite de quel côté tu te positionnes, surtout d'une perspective où nous c'est très important d'avoir un point de vue de classe. Et tu peux pas être entre les deux, comme disait Philippe. Si tu cherches tout de suite une conciliation en fait entre deux camps, on veut nous faire croire que les deux camps c'est Ukraine versus Russie, etc. Mais en réalité, en Ukraine, en fait, il y a des travailleurs qui payent les politiques de Zelensky, qui payent les politiques de Poutine, tout comme en Russie. C'est pas les millions de Russes qui aujourd'hui en fait sont en train d'être affamés par les sanctions qui ont décidé de partir en guerre contre l'Ukraine. Et que cette perspective-là en fait de classe, elle rend aussi tout de suite plus clair tous les positionnements en fait qui sont ambigus à gauche, mais c'est d'autant plus important dans une période comme celle-ci d'être clair sur cette perspective-là d'un nationalisme de classe. Et dans ce sens-là, peut-être tu pourrais nous dire un peu, Gaëtan, enfin je vais te laisser conclure, mais oui, qu'est-ce que ça nous dit même, y compris sur la manière dont on milite dans ce moment-là. Je vais essayer de faire court comme ça. Après, le plus intéressant, c'est si on arrive à discuter entre nous le plus possible, qu'il y ait des questions, des interventions, des critiques, ce que vous voulez. Mais moi, dernièrement, j'étais frappé de discuter avec des amis ou des collègues ou quoi qui me disent, je pense que ça doit vous arriver aussi, moi je ne veux plus regarder les informations parce que en fait, ça m'angoisse, genre entre la pandémie, l'inflation, la guerre, c'est trop, tu vois, et en fait moi je sais pas, j'ai envie de faire ma vie aussi, j'ai des trucs à faire, je sais pas, ça m'angoisse et tout, et ça, moi ça me faisait grave réfléchir ce truc parce que je sais pas, nous en tant que militants, on essaye de défendre que même si on n'est pas des politiciens professionnels, moi je suis tourneur-fraiseur et aucun de nous ici on est des politiciens professionnels, mais on doit essayer, malgré la complexité, malgré c'est angoissant, etc., le retour de la guerre, de la crise, de tout ça, on doit essayer de comprendre au maximum les choses, de s'en emparer et de faire de la politique nous-mêmes. Cette politique indépendante, là, on n'est pas en train de faire une conférence d'intellectuels pour voir qui c'est qui analyse le mieux la situation, etc. C'est pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et dans quoi comment on peut peser sur la situation.
Et pour ouvrir la discussion, je veux te dire, nous, en fait, même nos élaborations, nos articles, nos réflexions de ces dernières années, elles réfléchissent ça. Il y a 2 ou 3 ans, je pense, on a écrit un article qui réfléchissait à la réactualisation de la période, comme Lénine, en fait, il appelait une période de crise, guerre, révolution, c'est-à-dire une période où, en fait, parce qu'on essaye d'analyser la situation, même au niveau mondial, du point de vue économique, du point de vue géopolitique et du point de vue de la lutte de classe. Et de ces 3 aspects-là, on pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une période de plus d'instabilité et où il y a une actualisation de cette période de crise, guerre, révolution. L'aspect de crise et de crise économique, je pense que vous l'avez vu. Je veux dire, moi, j'ai 32 ans, ça veut dire quand j'ai commencé à travailler à 18 ans, c'était en 2008. J'ai connu toute ma vie de travailleur, c'est que sous la crise. Je me disais, c'est la crise, c'est tout le temps l'excuse en fait, pour ne pas embaucher, pour machin, etc. Donc depuis 2008, parce que la crise de 2008, elle n'a pas été résolue. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le Covid, qui a déclenché une seconde phase, on va dire, de cette crise économique, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Il y a des secteurs, moi je travaille dans l'aéronautique, c'est un secteur qui se croyait en fait pour toujours à l'abri des crises économiques et qui d'un coup, en quelques mois, a pris plein de licenciements, accords de performance collective qui baissent les salaires, tout le monde s'est réveillé et a ouvert les yeux dans un secteur qui ne luttait pas, etc., qui était plutôt passif de ce point de vue-là. Donc il y a ce retour-là. Le retour de la guerre, c'est pareil, ça fait quand même quelques années qu'on est en train de discuter que, par exemple, la stratégie américaine commence et explicitement, c'est l'affrontement entre grandes puissances. C'est-à-dire, en fait, avant, il y avait, dans les années 90, une domination totale en fait, des États-Unis après la chute de l'Union soviétique. Ensuite, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, la doctrine, c'était guerre au terrorisme pour justifier tout et n'importe quoi, comme on a discuté tout à l'heure. Et depuis, je pense, 2015 ou 2016, ça a changé de pivot stratégique, c'est devenu, ça revient. L'affrontement, on se prépare militairement, etc., à l'affrontement entre grandes puissances, principalement la Chine et aussi la Russie. On discutait déjà de ça et on voyait quelques conflits aussi régionaux, mais là en fait, avec l'Ukraine, on voit, peut-être que les gens ils se sont réveillés un peu avec la gueule de bois comme ça, mais on se prépare à des périodes d'instabilité et sans discuter, parce qu'il y en a qui pensaient que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale maintenant, même s'il peut y avoir des escalades, etc., c'est pas forcément le plus probable que c'est dans ce conflit, mais par contre oui, on se prépare dans les tendances lourdes de la période, dans les années à venir, etc., à ce que les tensions entre grandes puissances, elles augmentent plutôt qu'elles se réduisent, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la douche froide pour tous ceux qui pensaient que le capitalisme, maintenant il y a une interpénétration des capitaux entre les pays, etc., donc forcément ils ne peuvent plus se faire la guerre, vous savez, parce que l'Allemagne dépend du gaz russe, parce que, etc., donc tout est connecté, maintenant le capitalisme est mondialisé, donc pas de guerre. Mais là maintenant, ceux qui pensaient ça, ils se réveillent avec la gueule de bois, parce que oui, la dernière fois quand je partais au boulot, j'écoutais la radio, il y avait un éditorialiste, il était choqué, il dit « Oh là là, c'était l'économie qui primait, maintenant c'est le retour de la géopolitique. » Ben oui, bienvenue dans le monde réel, mais nous en fait on le défendait. La géopolitique n'a pas, ce qu'on appelle la géopolitique, les tensions entre puissances n'ont pas disparu, elles tendent plutôt à augmenter qu'à se réduire. Donc, en fait, je ne voulais pas faire long, je suis en train de faire long, désolé. Mais c'est juste pour dire que voilà, on se prépare, c'est quelque chose de sérieux, on prend au sérieux et on se prépare à une période d'instabilité, de crise, de guerre et de retour de la lutte de classe, puisqu'on a vu en fait qu'après les Gilets jaunes, et il y avait aussi au Chili, au Liban, en Catalogne, en Hong Kong, je ne veux pas revenir sur tout ça parce que c'est encore une discussion, mais il y a eu un retour de la lutte de classe aussi, auquel nous on se prépare et dans lequel on se prépare à intervenir pour essayer en fait que de la révolte ça devienne une révolution. C'est pas juste en fait une révolte ou une résistance qui suffit pour combattre le capitalisme. Mais voilà, c'est des idées comme ça pour essayer d'ouvrir, mais après maintenant n'hésitez pas à intervenir sur tout ce qu'on a discuté ou sur d'autres choses pour que ça soit un peu d'échange. Voilà.